Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BD de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture qui vous revient pour une nouvelle critique déconfinée. On part cette fois-ci dans les grandes plaines de la Chine avec mes trois comparses du jour. Cédric, comment ça va Cédric? Ouais, ça va, mais enfin les grandes plaines, on va en reparler, mais ouais, il y a peut-être que ça, peut-être des plaines, effectivement. C'est très aéré. Au grand air avec Gabin également, comment ça va? Coucou, ah bah ça va super bien. Enfin, ça ira moins bien dans quelques minutes, mais pour l'instant ça va. Et Charlie, comment ça va? Ça va très bien. Moi perso, ça m'amuse de casser du sucre sur des mauvais films, alors on est parti. Je pense que les indices sont relativement évidents. On va parler de Mulan aujourd'hui, production Disney qui nous était promise pour le mois de mars et qui finalement est arrivée sur Disney+ le 4 décembre dernier. On l'a tous vu autour de la table. Je propose qu'on en parle tout de suite après le jingle. Évidemment, vous pouvez réagir à notre critique dans les commentaires, nous suivre sur YouTube, Twitch et Twitter et échanger avec nous sur Discord. C'est parti pour la critique. Minable, minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Alors Cédric, y a du rififi en Chine. Très bien. Ah putain. Bon, n'en déplaise à Gaston Leroux, on va pas rester dans le Poitou, on va partir en Chine, effectivement. On va parler donc de Mulan. Alors, je vais faire un petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas Mulan de Disney et ce nouveau Mulan. Dans une Chine médiévale en plein trouble politique, effectivement. Et comme j'ai marqué entre parenthèses pour toi, traduction, des méchants veulent détruire l'Empire. On n'en saura jamais trop plus, même si on comprend qu'il y a un bail vite fait d'héritage de vengeance, mais bref, peu importe. Chaque famille doit apporter un homme pour servir l'armée de l'empereur. Malheureusement, dans la famille Hua, il n'y a qu'un père malade et vieillissant qui se désole que son énergique et combative fille aînée, Mulan donc, ne se comporte pas comme une femme qui rendrait digne enfin sa famille et ses ancêtres. Mais devant la vision de mort certaine de son père sur le champ de bataille, la jeune femme décide de se porter volontaire en se faisant passer pour un homme. C'est le début d'un long voyage pour Mulan et surtout pour le spectateur. C'est donc un film de Niki Caro avec entre autres Liu Yifei, Gong Li, Donnie Yen ou encore Jet Li parmi les noms connus. Un peu de tenue autour de la table, s'il vous plaît. Mulan continue donc la nouvelle tradition des studios Disney à réadapter leur classique animé en live action, mais ici, en plus du film de 98, il a été décidé d'adapter plus fidèlement la légende chinoise originelle. Est-ce que du coup, cela donne au film une aura supplémentaire? Une aura épique? Non, clairement non. On va abréger le suspense. Non, il n'y a pas d'aura supplémentaire. La seule aura pour moi, c'était celle des exécutifs qui se frottaient les mains parce qu'ils ont dit enfin un nouveau film, on va se faire plein d'argent et dépasser le milliard comme on le fait à chaque fois. Déjà, je débunk un truc. Disney a marqué dans leur com qu'ils adaptaient toute la légende, mais au final, moi, j'ai vraiment vu qu'un remake du film avec beaucoup de liberté à côté, mais enfin qui suivait à peu près la trame narrative du film. Donc de légende ou pas, je ne sais pas vraiment ce qu'il y avait. Ça, vraiment, je suis curieux si un auditeur un jour veut bien nous dire ce que la légende avait en plus et qu'elle rajoute dans le film de 2020. Je prends. Maintenant à ça. Bah déjà, l'intrigue a réussi l'exploit à raconter 2 fois moins de choses que le film en termes de thématique en 2 fois plus de temps. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, on était encore dans le camp militaire, ce qui prenait environ 30 minutes dans le film original. Je me suis dit, ah oui, c'est long quand même, un moment. Il se passe pas beaucoup de choses quand même. C'est vraiment une intrigue qui est plate et sans réelles émotions et au service d'une cause pour moi qui est assez artificielle dans le récit. Ensuite, le scénario, ça c'est un vrai problème pour moi parce qu'ils sont 4, il y a 4 scénaristes dont 2 femmes qui sont Lorraine Hinek et Elisabeth Martin qui sont membres du comité des femmes scénaristes de la WGA et en fait on pense leur implication de base c'est qu'elles servent principalement à cocher toutes les cases des clichés des films pseudo-woke et féministes dont Disney arrête pas de s'enorgueillir d'être les nouveaux parangons, les nouveaux grands défenseurs. Donc vous avez par exemple Mulan dans ce film là, elle a de base des super pouvoirs, des espèces de super pouvoirs liés au chi. On en reparlera je pense à un moment du concept de chi avec mes camarades. Donc elle à 8 ans elle sait danser à 3 mètres au-dessus du sol comme le faisait Jackie Chan. C'était pas très grave mais ok, parce que c'est une femme. Voilà, c'est clairement un sous-entendu que parce que c'est une femme, elle peut le faire. Il y a une tentative de respect de tous et tous, personne ne meurt, il y a quand même des morts au bout d'1h15, 1h20 de film, mais au début, il y a même une araignée, une séquence avec une araignée qu'on veut écraser, et même elle est pas écrasée, je me suis dit, ah oui, donc. Le respect est vraiment là pour tout le monde, on tolère tout le monde, même les araignées, aucune défense d'araignée ne sera mise en cause dans ce film. Il y a, pareil, des méchants qui sont excusables parce que c'est des victimes de la société, c'est des victimes des vengeances des paternels, c'est, ok, bon. C'est donc un scénario vide, et ça sert qu'à faire bouger les personnages un peu fonction quand même. Ensuite, on a les acteurs, compliqué là aussi, hein. Ils ressemblent ou bien à des pierres, hein. Clairement, je voyais des cailloux. Surtout Liu Yifei qui joue Mulan, c'est dingue à quel point elle n'incarne pas le personnage. C'est vrai que dans le dessin animé, le personnage est quand même assez enjoué, t'avais de l'empathie pour elle parce qu'elle était mignonne, mais dans le sens, elle était lumineuse. En fait, c'est un personnage qui vraiment brillait par une palette d'émotions très noble. Voilà, c'est une pierre.
Ou alors, des fois, vous avez l'inverse. Vous avez des mecs qui jouent comme des bœufs. Il y a un ou deux de ses potes dans le camp qui jouent vraiment comme des gros bœufs. Et enfin, c'est pas crédible du tout. Mais après, c'est pas le pire, ça, parce que le souci dans ce cas-là, c'est ce qui permet en général de tenir le spectateur qui n'est pas très regardant sur la technique des films ou sur la mise en scène, qui se dit ah bah au moins il y a des acteurs que j'aime bien. Bah là, ça va être dur de tenir les 2 heures parce que aucun acteur n'arrive vraiment à briller. Un ou deux ont quelques répliques sympas, mais vraiment, je pense pas qu'on va regarder pour les acteurs ce film-là. Et enfin, la mise en scène, elle est d'une inventivité tellement pauvre pour moi qu'elle arrive à me faire dire que la post-logie et les derniers films du MCU étaient bons. Entre des faux raccords, des coupes maladroites de plans en un, une réutilisation de même plan des fois dans une même scène, ou presque même scène, en tout cas c'est le même schéma de montage, et surtout toujours des chants contre chants assez basiques. Non bah bref, c'est ni la photo ni les CGI qui vont sauver pour moi le film du désastre. On te retrouve, hein, j'ai envie de dire, t'es quand même assez dur avec ce type de production de blockbuster Disney, on commence à être habitué, mais on peut se demander quand même si t'en rajoutes pas un petit peu, parce que bon, certes, la production de ce film et les conditions dans lesquelles il sort le servent pas forcément. Il y a en plus quelques polémiques autour du film sur lesquelles on viendra peut-être après. Mais finalement, est-ce que justement le film n'a pas souffert avant tout d'un a priori négatif lié à tout ce contexte? Alors déjà, je voudrais remercier toute l'équipe d'Hyperlink parce que je n'ai pas fait de critique de film depuis je ne sais pas combien de mois et je reviens à la critique pour vraiment le genre de film que j'adore le plus. Hein. Clairement, j'avais plein de films à faire cette année. Mais non, on me redonne Mulan. Hein. C'est vraiment. On t'a fait un cadeau. C'est un très gros cadeau. Je suis très heureux de ça. Effectivement, tu parles des soucis extérieurs en termes de polémique, mais je pense que pour moi, le souci, ils sont plus profonds que les polémiques qui sont faites principalement, entre autres pour Twitter. On parle souvent de politiser des critiques. De plus en plus, on entend cette critique, elle est politique, elle sert pas le film, parce que quand on parle de ça, c'est qu'on tente d'associer tout ce qui entoure la production du film à la dite critique. Donc en fait, on enlèverait ce qu'on devrait critiquer, le scénario, la mise en scène, ce que j'ai essayé de faire dans la première partie, pour mettre en avant le fait que tous les trucs extérieurs sont problématiques. Je pense que effectivement, c'est un truc qui devient des fois de plus en plus compliqué de juger un film sans prendre l'avis extérieur. Mais là, je pense qu'il faut quand même prendre en compte le résultat à l'écran. En fait, il est lié à des choix de production sur lesquels j'ai envie de revenir en fait. Donc les choix internes, pas les problèmes externes. Le film, il est la suite d'une stratégie qui est à l'œuvre depuis maintenant un peu plus de 10 ans chez Disney et elle consiste surtout, je trouve, à jouer la carte de la sécurité. Ils capitalisent sur un trésor de guerre culturelle qu'ils ont amassé avec leurs créatifs depuis plus d'une 60aine d'années, depuis Blanche-Neige jusqu'à on va dire fin des années 2000. Je vais être gentil parce qu'il y a encore quelques trucs que moi je trouve vraiment bons à ce niveau-là. Et ils veulent plus subir sur tous les échecs qu'ils ont connus avec des films comme John Carter ou Milo sur Mars. Remember Milo sur Mars pour ceux qui se rappellent. Pour ça passe vraiment par 2 grandes idées. D'abord, il y a le zéro prise de risque. On va pas s'embêter à écrire des scénarios qui sont vraiment complexes. Donc si on va faire des nouvelles histoires, il faut qu'elles soient le plus simple possible, le plus neutre possible, pour que le plus grand monde ne comprenne et pour pas se dire oulala, c'est compliqué, scénario et tout ça. Donc exit les films comme Atlantide, l'Empire perdu, qui avaient justement un peu plus de profondeur. Et en plus de ça, pourquoi créer des nouvelles histoires alors qu'on a déjà un catalogue qui est fourni? Et donc autant faire des nouveaux succès avec les films d'antan, en faisant croire que c'est audacieux de réactualiser une histoire qui est vieille d'il y a 20 ans en fait. Après, ce problème-là, je pense qu'il est lié à Disney, mais c'est le problème des remakes actuellement. On essaye de tout remaker en se disant... Tout Hollywood qui passe par là, ouais. Exactement. Hors de ça, même les séries, même machin, il y a une idée de dire on va tout réactualiser parce que le propos peut être réactualisé, alors que des fois... créons des nouvelles œuvres, mais ça c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, c'est la première idée principale de la stratégie de Disney pour moi. La deuxième idée principale, pour la formule de l'hégémonie culturelle de Disney, en fait, ça passe par un concept pour moi qui est vraiment le plus dangereux, que j'avais déjà pointé du doigt sur Star Wars 8 ou Star Wars 9, et même dans les MCU et ce genre de choses, c'est d'écouter une forme de militantisme extrême, tout ce qui est les droits sociaux, les droits fondamentaux humains, les féministes et tout ça. Écouter les extrémistes de ces mouvements qui sont des fois assez dangereux, parce qu'un extrême pour moi est toujours assez dangereux, et de proposer en fait une forme de quota déguisé sous couvert de tolérance. Donc ça donne par exemple que Black Panther, ça doit être réalisé par un réalisateur noir. Ça doit être scénarisé par des scénaristes qui sont noirs. Captain Marvel, ça doit être écrit par des femmes. Parce qu'il n'y a qu'un noir qui peut écrire pour des noirs ou une femme qui peut écrire pour des femmes. Mais se faire ça, en fait, c'est dangereux parce que c'est un quota, en fait. Ça ne reste qu'un quota. On devrait pas choisir un scénariste à la couleur de sa peau ou à son genre, en fait. On devrait mettre des noirs pour écrire pour Aladdin. On devrait mettre des femmes qui écrivent pour Iron Man, en fait. Le problème, il est profond, mais je ne pense pas que ce soit la solution de cliver les gens dans des genres ou dans des cases raciales, pour le coup, parce que là, c'est clairement une question de couleur de peau et de confession, en fait. Et ça devient problématique. Et ainsi, ce truc-là, il est poussé à l'absurde dans Mulan, parce que ça a fait rire un peu mon ami Gavin à côté de moi, mais... Coucou.
Niki Caro est pas asiatique. Aucun scénariste n'est asiatique et Niki Caro n'est pas asiatique. Niki Caro, elle est néo-zélandaise. Mais pourquoi ils ont choisi Niki Caro? Je suis allé chercher quand même sur internet les raisons de ce choix. Ils se sont posés au début sur plusieurs réalisateurs asiatiques, dont Ang Lee qui les a gentiment repoussés. Bien qu'il ait reconnu que c'était gentil qu'ils aient proposé un acteur. Oui, il va pas leur dire dégager Disney. Non, mais il a dit, je reconnais qu'ils ont proposé à un réalisateur asiatique d'adapter une œuvre asiatique. Il dit, ça a souligné. Bon. Et donc ils ont pris Niki Caro parce qu'ils ont trouvé aucun réalisateur chinois un peu populaire et parce que elle avait une accointance avec la culture asiatique. Elle avait une grande proximité de par ses films et de par ce qu'elle avait fait avant la culture asiatique. Très bien. Donc voilà. Que vous dire pour moi en conclusion, on va s'arrêter là et je vais laisser la parole à mes amis, mais finalement, Mulan, pour moi, c'est un produit. Un de plus pour l'écurie Disney. Je crois que je l'avais déjà dit dans une autre critique. Ce n'est pas grave, je le redis. Qui ne cherche décidément plus à créer des œuvres qui fassent rêver ou imaginer, mais ce sont simplement de nouveaux contenus pour Disney+. Alors, je sais ce que vous allez dire tout de suite. Ouais, attends, Cédric, là, Mulan, c'était pas prévu pour Disney+, donc ça marche pas ce que tu dis. Effectivement, bien que le film était prévu pour une sortie en salle dans le monde, la crise du Covid a redirigé le choix vers la nouvelle plateforme sans que cela ne pose aucun souci de conscience artistique à la compagnie. Ils se sont pas dit, ah bah non, on va défendre quand même le sortie en salle comme le fait par exemple Alexandre Astier sur Kaamelott, comme tente de le faire d'une certaine manière Warner en proposant un truc double régime, on le met sur une plateforme, on le met au cinéma en même temps. Eux, clairement, ils ont dit, ouais, ok, on s'en fout, ça va aller sur notre plateforme de toute façon. C'est pour moi la preuve que, en tant que studio, l'expérience de la salle pour eux est dépassée. Le produit sont calibrés pour la télévision, l'écran de l'ordi ou même le téléphone portable à ce niveau-là. Mais ce qui devient compliqué pour moi dans le cas de Mulan, c'est que le film, il aurait pu profiter de la salle pour sonner un petit peu plus épique. Alors, je sais qu'un de nous l'avait autour de la salle, il en parlera peut-être. N'en témoigne que, juste la musique principale qui est reprise d'une des chansons phares du film de 98, elle a été utilisée à outrance dans le métrage, jusqu'à la bande-annonce, mais pour faire sonner le film à un niveau de grandiloquence digne de certains wuxiapiens populaires, et la salle aurait pu en profiter. Et pourtant, ici, rien n'est fait en dépit de la taille de l'écran. L'aventure de Hua Mulan, elle sonne pour moi terriblement creuse et vidée du sens profond, de l'humour, de la chaleur, de l'action, des échos féministes et même des chansons de son homologue animé. Alors je sais bien qu'il y aura toujours des personnes pour trouver des qualités à des films comme celui-là, mais comme d'autres, mais ne faudrait-il pas plutôt tenter de comprendre comment notre monde a pu régresser émotionnellement parlant pour que l'on accepte des coquilles sans vide, ce qui était jadis en fait une force de création et d'émotion. Merci Cédric pour ta critique. Bon, critique sévère mais peut-être juste. Là je me tourne vers vous. Gabin, Cédric faisait allusion au fait que tu l'as vu au cinéma. Oui, j'ai l'impression que c'était il y a 50 ans à peu près. C'était l'un de mes derniers films avant le premier confinement. Donc le même jour j'ai vu Mulan et Sans un bruit 2. Oui. Donc Sans un bruit 2 qui lui aussi est reporté je ne sais plus mars-avril 2021. Donc j'ai l'impression de vivre dans le futur. Et je me souviens toujours des gens de Disney, de la com et de la presse qui viennent nous voir au début de séance, qui nous disent « Vous inquiétez pas, le film sort bien la semaine prochaine, le 25 mars, la réalisatrice vient à Paris lundi prochain, on fait une avant-première, on fait la presse, tout ça. » Et 3 jours après la projo, bim, Disney dit « Non, on décale le film cet été, donc de facto, ça bouge partout dans le reste du monde. » Et c'était comme ça, du coup, jusqu'à décembre, où j'écrivais une critique sur le film. Je l'ai écrite cet été, 4-5 mois après avoir vu le film, et je la mettais à jour à chaque fois qu'il y avait une info sur le changement de date du film, et je n'en pouvais plus parce que je l'ai mise à jour 5 fois. Au début c'était septembre pour Disney+, puis on s'est dit non, en fait en France on va pas le sortir en septembre parce que les gens ils vont pas vouloir payer 30 balles pour voir le film, puisque le film est sorti donc aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays en septembre au tarif de 29,99$ si tu voulais y accéder, et c'est ce pourquoi il est sorti donc le 4 décembre chez nous, pour que cette fenêtre de tarif exceptionnel se vide, pour qu'on puisse y avoir accès gratuitement en quelque sorte. Il suffit juste d'avoir l'abonnement Disney+, et on a accès au film. Et honnêtement, après l'avoir vu, je me dis qu'une sortie Disney+, c'était un peu ce qu'il méritait, parce que c'est vraiment du bas de gamme. Pourtant, j'étais un peu curieux au départ de me dire, ça va être peut-être enfin un des remakes qui va éviter de faire du plan par plan, qui va éviter de faire du copier-coller comme Le Roi Lion l'a fait. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais au moins je peux lui reconnaître ça, c'est un de ceux qui s'éloigne le plus de la photocopieuse machine que fait Disney avec ses live action. Et c'était la raison pour laquelle on l'attendait énormément en plus. Oh, moi j'attendais pas, mais... Non mais on en a beaucoup parlé, non, je veux dire on en parlait beaucoup entre nous en amont de la sortie. Quoi. Oui. Ah ouais, c'est vrai, je voyais les bandes annonces au début, je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est vite retombé, et pourtant en plus j'ai vu le film avec Océane, donc il n'est pas avec nous aujourd'hui, et pendant tout le film on s'est beaucoup regardé, on a beaucoup soupiré, et on s'est beaucoup dit non, ça va pas du tout.
Pour toutes les raisons que Cédric a dit, aussi pour toute la question du ki, donc du chi dont on parle, toute l'énergie fantastique qui traverse les corps, mais particulièrement Mulan, parce que attention, les femmes qui ont du chi, c'est pas super bien reconnu, mais Mulan, elle peut s'assumer telle qu'elle est. Et je crois que la pire invention du film, c'est de remplacer Mushu par un phénix en CGI, qui est un peu le GPS de Mulan en fait quand elle est perdue. Parce que c'est voilà, c'est des petits moments où Mulan est perdue dans sa vie, elle ne sait plus quoi faire. J'ai appris qu'en fait Mushu il l'aurait enlevé déjà quand ils ont eu l'idée de faire le remake. Il y a des questions de droit. Non, c'était en fait il y avait la question de droit, mais c'est surtout que en Chine il avait été très mal perçu comme une espèce de déshonneur aux ancêtres, puisque comme il incarne le dragon de mémoire des ancêtres, ça n'avait pas beaucoup fait rire de voir qu'en gros c'était un Afro-américain comique de stand-up qui a fait la famille Folding qui faisait la voix du dragon. Oui, c'est ça, parce que c'était Eddie Murphy. C'était Eddie Murphy. C'est l'âne de Shrek qui fait la voix de Mushu le dragon. ça n'a pas trop encore plu. Un âne. Je pense que ça n'a pas trop plu aux Asiatiques à ce niveau-là. Je disais le phénix, du coup, toutes les apparitions, en fait, j'avais l'impression de voir la fée dans Zelda Majora's Mask, qu'elle a genre « Hey, je suis là, écoute-moi !» Voilà. C'était malaisant, surtout la dernière apparition du phénix qui déploie ses ailes, où j'avais la chanson de Conchita Wurst dans la tête, Rise Like a Phoenix, et je m'étais dit vivement que le film sorte sur internet pour que quelqu'un nous prenne l'extrait, balance la musique de Conchita Wurst par-dessus et la balance sur internet. Et quelqu'un l'a vraiment fait, mais pour célébrer le film. Donc la personne n'a rien compris du tout. Tu me parles de barbe et je me tourne vers la moustache de Charlie. Qu'as-tu pensé de ce film ? Globalement, la même chose que tout le monde. C'est pas très étonnant que le film sorte sur Disney+. C'est surtout pas du tout problématique en soi. Parce que, en fait, un film qui a été pensé pour une salle de cinéma, c'est problématique de le voir sur des petits écrans. Parce que simplement, la mise en scène a été pensée pour un grand écran. C'est-à-dire qu'on va avoir des informations à l'image, il va y avoir des choses dans la composition qui font sens et qui ne vont plus faire sens sur un petit écran. Là, c'est pas le cas. Par exemple, on évoquait la décoration tout à l'heure. Elle est très belle, mais c'est parce qu'on a pris des techniciens qui sont talentueux et on leur a donné beaucoup d'argent. Donc évidemment, c'est beau, mais par contre, ça raconte rien. Il n'y a rien qui est pensé au cadre, il se passe rien. C'est-à-dire, c'est juste un environnement qui est censé scintiller pour que l'œil soit flatté, mais il n'y a rien. Et c'est pareil pour la réalisation, c'est pareil pour le cadrage. Bah oui, en fait, il ne mérite pas mieux que d'être vu à la télé. Le problème, c'est que c'est OK, en fait. Je pense que pour une grande partie des spectateurs, parce qu'on voit de moins en moins de bons films, c'est OK de voir des films comme ça, et ça ne choquerait personne de le voir en salle. C'est-à-dire que parce qu'on a notre dose d'adrénaline, on a notre dose de plans flatteurs pour l'œil, mais par contre ça raconte rien, il y a pas d'idée, il y a pas de réalisation, il y a pas de personnalité, que ce soit dans les personnages, dans l'interprétation des acteurs. C'est Rafik Djoumi qui disait à aucun moment on a l'impression que ce film a été fait par des humains. C'est un film qui est fabriqué. C'est vrai, hein. C'est fait pour remplir des quotas. Voilà. Moi, je trouve que le film a toujours un peu, désolé pour l'expression, mais le cul entre deux chaises, puisque, comme on le disait, c'est un film occidental, fait par les Américains de Disney pour plaire essentiellement au public chinois. Donc c'est un film qui se veut être comme un film d'action chinois, mais qui n'en a jamais l'envergure. Du coup, moi, à chaque fois que je voyais toutes les scènes d'action, les quelques scènes d'action, parce qu'il n'y en a pas des masses, je repensais à Detective D3 qu'on a vu il y a pas si longtemps, donc de Tsuark, et je me suis dit, punaise, j'espère que Tsuark ne verra jamais ce film parce qu'il va se suicider et s'arracher les yeux. Je sais pas dans quel ordre, mais voilà. Mais c'est vraiment ce truc du film qui essaie d'être le blockbuster d'action chinois qui n'en a jamais l'envergure un seul instant. Mais je pense que là le problème il est lié en fait à ce que je disais à un moment sur le concept d'exécutif et de fait que t'as trop de gens qui prennent des décisions à tous les niveaux pour que le film soit un tant soit peu humanisé et en tout cas il soit un vecteur d'émotion. Tu vois, Charlie parlait de ce que disait Rafik Djoumi sur le fait qu'on dirait pas que c'est des humains qui l'ont créé, mais parce que tu vois que tout est fait pour remplir un nombre de quotas mais à tous les niveaux. Un des trucs qui a le fait le plus tiquer les gens, et encore une fois ça montre que Disney ne réfléchit même pas aux questions qu'il sous-tend de défendre, que ça soit la cause des femmes, la cause des minorités, ce que vous voulez, parce que dans le dessin animé original, son supérieur, en fait, il y a une relation entre Mulan et son supérieur qui finit par un accomplissement social. Mulan elle sauve l'Empire, Chang la reconnaît comme son égal, et ils finissent ensemble, donc on comprend qu'ils vont sortir ensemble, en tout cas ils s'embrassent. Ils vont se marier carrément, parce que l'idée c'est qu'à la fin, elle réconcilie à la fois l'honneur traditionnel et en même temps un truc féministe. Effectivement, mais c'est sous-entendu, c'est pas voilà. non plus c'est pas dit. Et ça, c'était la bonne idée était là, justement, c'était de pas dire elle va se marier, c'était juste de dire au moins en tout cas, elle a réussi à faire dire à un homme qu'elle était son égale et lui il la reconnaît et tout est lié par un baiser. C'est secondaire en fait, ça satisfait la famille indirectement. Mais là il y a pas ça. Alors déjà une relation avec son supérieur aurait été problématique dans le sens que c'est
c'est plus très MeToo, en fait. Ouais, mais surtout qu'il a 55 ans et elle en a 18, quoi, visuellement. S'ils avaient gardé l'histoire de base, ça aurait été son fils, il serait mort et ils Oui, avaient voilà, le même âge. à la limite. Mais non, je parlais de la relation avec le capitaine de la garde. Donc en fait, l'espèce de pseudo-romance qui n'existe jamais vraiment dans le film, elle est liée à un de ses copains de garnison. Mais aucune relation, parce que, comme l'ont dit exécutifs de Disney, on a compris que de nos jours, une femme ne peut pas se faire draguer par son supérieur, ne peut pas sortir avec son supérieur. Et ben là, les fans de Disney, les féministes aux États-Unis ont dit, bah, vous avez rien compris. Enfin, le problème n'est pas que il la harcèle pas, en fait, Chang, dans Mulan. Il y a une vraie relation qui se crée entre eux. C'est pour ça qu'ils sortent ensemble, peu importe qu'il soit supérieur ou pas. Nous, on dit pas qu'un supérieur ne doit pas sortir avec son employé. On dit juste qu'il faut pas qu'un supérieur harcèle sexuellement son employé, ce qui n'est pas exactement la même chose, en fait. Donc, ce qui montre que, vraiment, les mecs ne réfléchissent pas du tout. C'est juste, ils ont des stats, ils ont des courbes, ils ont des chiffres, et tout doit aller dans ce cas-là. Ouais, et puis surtout, en fait, ils cochent des cases, mais au fond, ils en ont rien à faire. C'est juste pour la communication. Exactement. Il y a le problème de la province chinoise où sont massacrés les Ouïghours. C'est juste une illustration que, en fait, ils s'en foutent. Ils ne défendent aucune cause. On recontextualise quand même qu'ils ont tourné plusieurs scènes extérieures dans une région de Chine où, en fait, il y a un camp de Ouïghours juste à côté. Et où ils remercient au générique la région. Voilà. Ça montre juste qu'en fait, ils s'en foutent, mais parce que c'est le cas, en fait. Ils n'ont pas du tout envie de défendre des idées féministes. Ils veulent juste surfer sur une vague. Ils veulent juste faire de l'argent. Et au fond, c'est juste révélateur du fait qu'il y a personne à la barre, il y a personne qui apporte quelque chose de personnel, qui apporte des convictions, c'est un cahier des charges. Et donc ça fait des films qui n'ont aucune saveur, voilà. Sachant que toutes ces polémiques sont quand même nées du fruit de tous les reports du film. Je pense qu'il n'y aurait pas eu les reports, je ne sais pas si on aurait tout appris en même temps, mais toute la question voilà, du fait qu'on remercie la région donc, où sont concentrés les Ouïghours. Dans le générique du film, c'est sorti cet été. Entre-temps, il y a aussi eu du coup l'actrice qui joue Mulan qui s'est distinguée pour ses prises de position sur la police de Hong Kong. Voilà. Paraît-il que Donnie Yen aussi tremperait un peu là-dedans. Ah non, pas Donnie. Donc pas Donnie. voilà, il y avait des petits remous, puis le film est sorti en Chine au cinéma, il a complètement bidé là-bas. Donc bon, voilà. Finalement, Mulan. Comme quoi, hein, bisous, visiblement, les Chinois, ça les emmerde un peu plus que nous, qu'on les prenne pour des cons. Ouais, non, mais tu vois, il y a un moment, on les prend pour des cons, on se dit, on met des Chinois, ils vont aimer. Je disais en off à Karel un moment que moi, par exemple, quand j'étais petit, il y avait le film Team America, Police du Monde, et l'intro se passe à Paris, et genre, le cliché des Parisiens, il est honteux. Mais je m'en fous parce que Team America n'a pas pour but de faire une réalité historique et sociale et de dépeindre les Français tels qu'ils sont. Le problème de Disney, c'est qu'ils arrêtent pas de mettre en avant le fait qu'ils sont culturellement ouverts, en fait. Mais on s'en fout. Même certains films asiatiques, ils ne sont pas réalistes sur leur propre passé, en fait. Tu regardes un film sur Jeanne d'Arc, je veux pas besoin d'avoir un documentaire sur la vie en France à cette époque-là et sur la place des femmes à ce moment-là. Si tu dois me raconter le récit d'une héroïne, raconte-moi le récit d'une héroïne. Le cinéma, c'est le mensonge ultime, en fait. On truque toutes les images, on truque tout. Et Disney, ils en sont les pros maintenant. Aucune image n'est clairement réelle, en fait. Donc, assumez-le. Assumez le fait que c'est pas 100% des tissus chinois de telle région, qu'on s'en fout, parce que ça rend beau à l'écran. Vous voulez raconter quelque chose à travers ces images, et ces tissus, et ces vêtements, et ces fabriques, en fait. Là, ça n'a pas de sens. Le problème, c'est juste qu'en fait, ils veulent rien raconter. C'est pour ça. Exactement. La costumière du film, elle a juste passé 3 semaines en Chine avant de dire « Ah bah ça y est, maintenant je sais maîtriser les costumes chinois, c'est bon. » Oui, voilà. Mais moi, ça, en fait, ça m'aurait pas dérangé qu'elle aille que 3 semaines en Chine en disant « J'y suis allé pour m'inspirer », tu vois. C'est effectivement, moi, c'est plus l'idée qu'à chaque fois ils disent on est maître du truc et on va être à full respect. Ça sert à rien, quoi. J'aimerais qu'on pose une petite question parce que là, quand même, l'heure tourne et on n'a pas encore réellement abordé le fond de ce qui distingue Mulan 2020 de Mulan de 98, à savoir tout simplement la question de l'évolution du personnage de Mulan, qui, je pense, autour de la table, on est relativement d'accord, trahit toute la dimension émancipatrice du récit de base, du fait que Charlie, tu le disais, on veut séduire un public qu'on n'a peut-être pas su séduire avec, je sais pas moi, Marvel ou Star Wars. Bon là, on va spoiler la fin, les amis. C'est compliqué parce que c'est une vision de plus en plus bizarre que alors principalement les États-Unis, mais ils arrivent à infuser comme à chaque fois un peu le monde sur la question de la femme et de comment est-ce qu'on doit traiter maintenant les personnages féminins au cinéma. Je vais pas me lancer dans un propos qu'est-ce que c'est qu'un bon personnage féminin ou pas. J'ai ma vision des choses et je considère qu'un bon personnage féminin, c'est un personnage en fait qui existe en tant que femme mais qui doit pas pour autant avoir des attributs différents des personnages masculins. Et entre autres dans ce genre de récit initiatique qui est le récit de Mulan, hein, qui est clairement une fille de paysanne qui va devenir un soldat. Il y a quand même toute une question de elle doit devenir un homme, donc ça veut dire qu'est-ce qu'elle fait? Elle se coupe les cheveux parce que l'attribut des femmes c'est les cheveux longs. Elle décide de se comporter comme un garçon.
Elle décide qu'elle va devoir s'entraîner. L'entraînement en plus est dur dans le dessin animé. On voit il y a toute une séquence de montage où on montre qu'elle arrive finalement à passer une étape par son intelligence et non pas juste par la force brute, mais pour autant elle sait quand même se battre. Il y a quand même toute une question de zéro en héros. Pour reprendre un autre dessin animé de Disney, là pas du tout. Enfin le film commence, la gamine a 8 ans, elle fait des bonds de Jackie Chan. Enfin, j'ai l'impression que c'était Crazy Kung Fu 2. Vraiment. C'était genre, mais vraiment, je sais pas si vous avez vu Crazy Kung Fu, il y a un village où il y a que des martialistes qui font des sauts de 10 mètres entre 3 planches de bambou. Je fais, d'accord, donc c'est Crazy Kung Fu 2. Et on dit, Mulan, cache tes pouvoirs, alors déjà des pouvoirs, je trouve ça fou que ça soit des pouvoirs, le concept de chi, c'est vraiment ça, c'est la plus grosse insulte pour moi à la culture asiatique, mais c'est pas grave. Et on dit, cache tes pouvoirs comme dans Frozen, cache tes pouvoirs, ne le montre pas parce qu'une femme ne doit pas avoir ce genre de pouvoir, mais c'est vraiment ça le propos du film. Le propos du film, ça va être encore, les femmes sont brimées par les hommes et elles doivent apprendre à ne plus être brimées par les hommes. Enfin, what? Et moi, je trouve ça problématique, vraiment. Surtout pour la conclusion, parce qu'on a l'épée sur laquelle est inscrite, déjà le slogan du FBI, voilà, loyal, brave and true, donc ce qui donne fidélité, courage et intégrité pour le FBI. Travail, et à la fin, famille, on a patrie. Voilà, et un petit peu. Et à la fin, on a justement une quatrième vertu qui s'ajoute et qui lui est réservée parce que c'est une femme, ce qui annule, du coup, on va dire, tout l'itinéraire, toute l'évolution qu'on nous a présenté pendant le film. J'avoue que je l'ai pas perçu, je l'ai peut-être pas compris, mais je l'ai pas vu comme étant on lui rajoute famille parce que c'est une femme. Je pense que ça aurait été un homme, il lui aurait rajouté aussi en voyant que la famille passait avant tout pour lui, entre guillemets. Non, mais moi je pense qu'il y a un problème de toute façon de base. En fait, il n'y a pas de parcours initiatique. C'est-à-dire le parcours initiatique, pour que ce soit révolutionnaire en termes de féminisme, avec plein de guillemets, c'est qu'en fait, c'est une femme qui est pleine de pouvoir et qui est opprimée, et en fait son parcours c'est juste d'apprendre à assumer et à laisser son pouvoir s'exprimer, ce qui est quand même la même histoire que Captain Marvel, hein. Ouais, non mais c'est aberrant, Marvel, que la Reine des Neiges, mais même Rey dans Star Wars à certains moments, hein. Mais non, mais c'est assez aberrant, alors que tout ce qu'il y a d'intéressant c'est que dans le dessin animé d'origine, c'est un personnage qui est gauche, qui est plein de vie, comme disait Cédric, qui est plein de défauts. Et moi, un truc qui m'avait choqué, c'est cette scène donc où elle devait escalader dans le dessin animé le poteau. Là, ça a été transformé par il faut transporter des seaux d'eau. Alors, je sais pas, c'est peut-être les scénaristes ont vu une symbolique forte là-dedans. Je n'ai pas trop compris l'intérêt. Mais c'est surtout que du coup, comment est-ce qu'elle va arriver à aller au bout de cette épreuve? Là, c'est avec son chi. Alors, je sais pas, apparemment, le chi, c'est quelque chose qui te permet de développer les muscles des épaules instantanément. Voilà, là, elle arrive, alors que dans le dessin animé, en fait, il y a une astuce. Elle trouve un truc pour réussir à monter en haut. Elle n'est pas devenue 10 fois plus forte entre-temps. Ça n'a pas de sens, en fait. Il n'y a pas un humain qui évolue. C'est juste, on a un super-héros qui est absolument plat et qui doit juste apprendre à s'exprimer, à exprimer ce qu'il est, comme si on avait tous déjà en soi un potentiel infini, mais que juste c'est la société qui nous empêche de l'exprimer de manière totalement cliché. C'est des persos fonctions. Oui. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'en soi, du coup, il n'y a plus rien d'impressionnant, et même dans la scène où, du coup, Mulan assume enfin qui elle est, et du coup, elle commence à faire tomber son armure, à dévoiler ses cheveux, donc c'est juste au ralenti sur son cheval avec une musique pas du tout appuyée, et c'est très moche. On salue Harry Gregson Williams à la composition Metal Gear Solid dans le Kokoro. Non, mais tu sais, il était déjà compositeur de Mulan originellement, en fait. Non, c'était Jerry Goldsmith. C'est Jerry Goldsmith, pardon. Mais ouais, du coup, cette scène n'a plus rien d'impressionnant parce qu'on sait déjà que Mulan est puissante et on sait déjà qu'elle va y arriver, donc il n'y a aucune évolution, évidemment. Ah, t'es ouf, ça, il y a une vraie évolution. Elle apporte pas d'armure, au moins. Les autres tapettes sur le champ de bataille, ils ont tous des cuirasses. Elle, c'est bon. Elle a un petit kimono rouge et c'est bon. Elle est en rouge, en mode vachette dans Interville. Et c'est ce qui lui permet de passer d'un bout à l'autre du champ de bataille pour déclencher l'avalanche sans être vu par qui que ce soit. Et de se téléporter dans la grande capitale, pareil, à la fin du film, et de shooter dans des flèches. Elle maîtrise bien le coup de pied. Comme Olive et Tom, hein, c'est incroyable. Ça, c'est un truc, ils arrêtent tous les flèches à main nue aussi, ça c'est ouf ce truc-là. Ils sont 4 à le faire dans le film. Moi je sais pas le faire, hein, clairement. Non, mais je pense qu'il y a un renvoi, il y a un discours méta sur, tu vois, Loki dans Avengers qui arrête la flèche. Enfin, il y a tout un truc, je pense. Ah ouais, voilà, c'est un univers étendu. Putain, mais t'as trop de mémoire, je me souviens même pas
de ce truc-là. Non, mais justement, c'est la fin du plan séquence du premier Avengers avec la flèche qui part et qui l'arrête. Bref. Oh, putain. Les amis, un dernier mot pour conclure. Moi, oui, un tout dernier truc. Je sais pas, c'est pas de moi, du coup, c'est de Rafik Djoumi, je crois. Mais je trouve que c'était vraiment parlant. Et on va finir par l'inviter, ce monsieur. Hein. Mais non, mais en fait, il a résumé un truc. C'est vrai que l'idée était bonne. Il dit que c'est ouf de se dire quand même que après tout ce tintouin l'année dernière sur Scorsese qui disait que Disney ne faisait que des attractions pour leur parc d'attractions, et que tout le monde a dit bah non, c'est des films. Qu'est-ce que ça finit que c'est un film qu'ils mettent sur leur plateforme Disney, qui est leur parc d'attractions géant, et une attraction de plus pour le parc. Je trouve que on ne peut plus pertinent de dire que les mecs ont tapé sur un gars qui juste a dit ce qui est vrai en fait depuis le début. C'est pas des films, c'est des attractions. Et on en a parlé aussi il y a quelques temps entre déjà l'annonce de Warner de sortir tous ses films en même temps au cinéma et aussi sur HBO Max, donc c'est un peu la même stratégie, se garder tout pour sa plateforme le plus possible. On en a parlé aussi, Disney pense déjà le faire pour d'autres remakes ou films live action à venir, donc Cruella, le nouveau Peter Pan par David Lowery qui a déjà fait Peter Elliott le Dragon, l'autre remake qui était à peu près potable, et je ne sais plus quels autres films, mais ils veulent déjà donc envisager de mettre ça sur Disney+ pour se mettre tout dans les poches. Charlie? Bah, je sais pas, sinon, aller voir des vrais films, quoi. Je sais pas, c'est pas plus désagréable, c'est pas plus difficile, on s'apprend pas la tête, c'est un film, quoi, et on a le droit de voir un truc avec un vrai contenu. Voilà, allez voir des vrais films, je vous jure, c'est bien. Contenu, ce sera le mot de la fin. Merci à vous pour votre présence aujourd'hui, ça fait très plaisir de se retrouver en présentiel, je ne vous le cache pas, parce que la compression de Discord, mine de rien, il n'y a pas la même flamboyance. Ouais, je suis très content de vous avoir autour de la table aujourd'hui. Quant à vous, évidemment, qui nous écoutez, qui nous suivez, n'hésitez évidemment pas à nous donner votre avis sur Mulan, que vous l'ayez vu, que vous l'espériez ou que vous le redoutiez, et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur YouTube, Twitch et Twitter, à échanger avec nous à propos du film sur Discord. Merci à toutes et à tous, on vous dit à très bientôt. Ciao. À plus. Ciao. Salut.